Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à Face. Rediffusion dimanche soir et lundi. Le Grand Inga est la solution énergétique pour le pays, mais aussi pour l'Afrique. On entend cette phrase depuis la période coloniale. Le Grand Inga arrive bientôt, c'est ce qu'on dit aussi. Mais faut-il y croire? Le chargé de mission de l'ADPI, l'Agence pour le développement et la promotion du Grand Inga, est notre invité. Monsieur Bruno Kapanji, bonjour. Bonjour, monsieur Christian. Vous êtes ministre honoraire des Ressources hydrauliques et électricité. Vous êtes ancien secrétaire permanent du pôle énergétique de l'Afrique centrale, ancien ADF de la SNEL. C'est dire que vous êtes au fait de cette actualité, expert en développement et manager des projets. À quand ce Grand Inga? Le Grand Inga, c'est pour bientôt. D'abord, je voudrais vous remercier Dieu qui a permis cette émission, vous remercier vous pour m'avoir invité, remercier le peuple congolais surtout qui va me suivre et le bénir aussi. Je vous bénis tous. À quand le Grand Inga? Nous sommes ici au Forum économique du Congo central. Vous avez tenu à y être. Le Congo central, c'est là où se situe le Grand Inga. Vous dites bientôt, mais bientôt, on l'entend depuis très longtemps. Déjà, même les colons y pensaient. À quand la première pierre de ce Grand Inga? Cette fois ici, c'est concret. Nous sommes en train de nous préparer pour que la première pierre soit posée par le président de la République en 2011, le démarrage. En 2021, pardon, je veux dire. La première pierre sera posée et les travaux commenceront parce qu'il y a beaucoup de premières pierres qui ont été posées pour que rien ne se passe ensuite. La première pierre est posée, les travaux commencent, ils dureront 7 ans, c'est ça? La première pierre sera posée pour démarrer les études complémentaires et réaliser les travaux préliminaires, les travaux de base, c'est-à-dire les routes d'accès, les ponts, tout ça, et le camp de vie. Et après, nous allons alors poser la première pierre, plutôt pas nous, les autorités vont poser la première pierre avec beaucoup d'invités certainement de tous ceux qui s'intéressent à Inga des Grands pour démarrer les travaux. Et nous pensons que tout ça va se passer en 2021-2022 ou plus tard. 2021 ou 2022? Parce que réaliser les études, poser les camps de vie, ça prend du temps. Les premiers travaux, la première pioche, les travaux sans discontinuer démarreront quand? Les études complémentaires et tous ces travaux préliminaires vont prendre plus ou moins 9 mois. Et après ça, les travaux vont démarrer pour les grands travaux, c'est-à-dire pour réaliser, plutôt construire le barrage du fleuve, aménager les bassins de retenue dans la vallée de la Bundi et construire le grand barrage qui va recevoir les différentes phases des grands Inga. Inga 3 jusqu'à Inga 8. Et ça sera de façon discontinue. J'ajoute qu'au même moment se feront les études et le début des travaux des lignes d'évacuation de cette énergie vers Banana, vers le Katanga et vers l'Afrique du Sud. Et vers Kinshasa aussi, j'espère. C'est sûr, vers Kinshasa, nous avons déjà une deuxième ligne. N'oubliez pas que quand je suis ministre de l'énergie, j'avais normalement, à la demande de l'autorité supérieure, poussé la deuxième ligne de Inga Kinshasa de 800 MW qui est terminée. Cette ligne attend aussi Inga. Vous voyez que Kinshasa est parmi les premières villes avec le Congo central qui vont bénéficier de l'énergie d'Inga. Alors, revenons sur ce Grand Inga. Vous avez parlé de Inga 3, vous avez aussi parlé de Inga 8. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs phases. 44 000 MW, ça c'est le potentiel. Mais on parle de 11 050 MW. À l'ouverture du forum, ici, vous avez annoncé que la première phase sera réalisée en BOT. On construit, on opère et on transfère. C'est ça. En PPP, partenariat public-privé. Il sera développé sur la base, parce que c'est
ça, le nerf de la guerre, c'est ça qui, semble-t-il, a empêché le début des travaux depuis toujours, sur la base d'une garantie d'achat du courant obtenue par l'Afrique du Sud, de 5000 watts, achat de 5000 watts. Mégawatts. 5000 mégawatts, oui. Coût des travaux, 13,9 milliards. Cet argent sera disponible quand? Bien, la disponibilité de l'argent est confirmée au moment où on va signer le contrat de concession. Il y a des étapes. Première étape, c'était les études. Ces études ont donné des recommandations. Parmi ces recommandations, il fallait exploiter le site d'Inga, c'est-à-dire les 44 ou 42 000 mégawatts, ça dépend, en 6 phases. Première phase, Inga 3. Deuxième phase, Inga 4, ainsi de suite, jusqu'à Inga 8. Ces études ont recommandé aussi que pour un projet aussi complexe, aussi difficile à conduire, il fallait une décision politique, un engagement politique permanent. C'est pour ça que l'étude a recommandé qu'il soit mis en place une structure spéciale qui s'occuperait de la gestion courante, mais aussi d'assister les autorités dans la façon de conduire et de réaliser ce projet. C'est ça l'agence. Cette agence a été recommandée par cette étude-là. ADPI, votre agence. ADPI, notre agence. Et l'étude a recommandé aussi que pour que ce projet se fasse, il fallait trouver un acheteur crédible et solvable. Et le processus de recrutement ou de sélection du développeur devrait être transparent. N'oubliez pas que c'est la Banque africaine de développement qui a financé ces études. Donc, il fallait respecter les procédures, si vous voulez, de choix de l'opérateur. Et sur base de cette étude, ADPI a produit l'étude était faite par des grands cabinets comme EDF, et ADPI s'est fait assister jusqu'aujourd'hui d'un cabinet consortium de bureaux d'études. OLT, on a appelé ORIC, Tractebel et EDF. Plus Banque Lazare pour ce qui est des aspects financiers. Et Auric, aujourd'hui, enfin, la personne surtout de Maître Aborebor pour les aspects juridiques. Et sur cette base, nous avons élaboré le dossier d'appel d'offres qui a été lancé publiquement pour un choix transparent et je dirais, libre. Tout le monde devait participer. Et c'est sur cette base que nous avons reçu seulement 3 offres. La première offre était de SNC-Lavalin, qui finalement s'est retiré pour des raisons internes. Et nous sommes restés avec 2 offres. L'offre espagnole et l'offre chinoise. Voilà. En Espagne, il y avait 2 sociétés au départ. Une s'est retirée, l'autre est restée. Et du côté chinois, 6 sociétés publiques, ce sont des sociétés de l'État, avec en tête 3 gorges. Ces 2 sociétés nous ont présenté 2 offres, l'une différente de l'autre. Enfin, mais au point de vue quantité, plutôt stratégie de production, les 2 offres étaient similaires. Donc vous les avez fusionnés? On ne les a pas fusionnés immédiatement. Nous avons accepté les 2 offres, de 11 000 pour les Espagnols et de 12 000 pour les Chinois. Mais chacun a dit s'il gagnait le marché, au lieu d'exclure le concurrent, ils travailleraient ensemble. Voilà la base. Et c'est sur cette base que nous avons demandé à ces 2 développeurs, le consortium chinois et le consortium espagnol, de se mettre ensemble et d'avoir un seul projet. C'était bon pour nous d'avoir un seul interlocuteur, un seul projet. Il manquait le financement, il fallait donc une garantie. L'Afrique du Sud est arrivée. Mais l'Afrique du Sud, nous l'apprenons hier par son ministre de l'Énergie, Gwede Mantashe, déclare que son pays va développer plutôt jusqu'en 2030 l'énergie nucléaire. Ils ont besoin de 2500 mégawatts parce que Inga ne sera pas disponible avant, le grand Inga ne sera pas disponible avant 2030. Est-ce que
l'on doit penser, l'on doit comprendre que la première pierre posée en 2021 ou 2022 indique clairement que le Grand Inga ne sera pas opérationnel avant 10 ans? Nous travaillons pour que l'énergie de Inga 3 soit disponible au plus tard en 2023. Le mieux, c'est avant 2030. Ce que vous dites là, c'est vrai. Mais je reviens ici de l'Afrique du Sud. J'ai accompagné, j'étais invité par son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour l'accompagner au cours d'une visite d'État qu'elle a effectuée en Afrique du Sud. Et là, j'ai eu cet avantage de parler directement avec la ministre des Affaires étrangères et le ministre des Ressources minérales et énergie que vous avez cité là. Et nous avons des écrits signés par lui. Mais cette fois-ci, il voulait savoir si réellement la préparation de Inga avance. Si réellement Inga va se faire. Pour une distribution à partir de 2030. Oui. Et je lui ai donné cette confirmation. Mais c'est qui m'a même un peu étonné. Il m'a dit, moi qui vous parle là, je compte beaucoup sur Inga. Et je vous dis que nous allons prendre 2500 qui sont dans les traités, mais aussi 2500 supplémentaires. Mais faites vite pour que nous ayons cette énergie-là. Donc, il n'y a pas meilleure confirmation, je pense, de ces, je ne dirais même pas clients, de ces partenaires, que la voix du ministre sud-africain lui-même. Ici, peut-être le client, Eskom a des difficultés financières, c'est le client sud-africain. Est-ce que cette garantie est garantie à 100%? Je dois respecter la souveraineté de l'Afrique du Sud. Et le ministre de l'Énergie, même des Affaires étrangères, m'ont répété la même chose. Nous devons et nous allons respecter la souveraineté de l'État congolais dans ce projet. La question qui va acheter l'énergie d'Inga, est-ce que c'est Eskom ou une autre société, relève de la souveraineté sud-africaine. L'engagement, c'est que l'Afrique du Sud... L'engagement, c'est l'État. On a signé le traité avec l'État. Et c'est l'État qui garantit l'achat des 5000 MW, des 2500 plus 2500 MW. Exact, parce que le traité a été signé par les deux États représentés par leur ministre de l'Énergie de l'époque. Et j'ai eu cette grâce d'être ministre de l'Énergie à l'époque et j'ai signé avec mon collègue Martins ce traité-là devant les deux chefs d'État. Alors Inga 3, c'est 11 050 MW. On va dire 5000 pour l'Afrique du Sud. Qui achètera le reste? Les miniers auront combien? La population aura combien? Le reste sera acheté par des Congolais. Congolais, population, mais Congolais aussi, industrie. On dit que Inga ne va pas profiter à la population. Non, une partie sera achetée par SNEL pour la population congolaise et les industries manufacturières. Une autre partie sera achetée par les industries minières existantes. Vous avez des chiffres? Oui, j'ai des chiffres, mais je préfère ne pas trop les donner parce que les demandes ne font que s'accroître. Je veux dire, à l'époque où on a signé ces accords, on parlait de 4800. Aujourd'hui, nous parlons de 11 050 MW. À l'époque, il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, on avait seulement ici au Congo la SNEL et les miniers, où le déficit est terrible du côté des SNEL, vous voyez les délestages et tout ça. Le déficit aussi très important du côté des miniers. Voilà. Et il n'y avait pas d'autres partenaires ici à l'intérieur. Mais aujourd'hui, depuis le 6 août, le gouvernement chinois a autorisé une entreprise chinoise, la plus grande, parmi les plus grandes sociétés de production d'aluminium, Aluminium Corporation of China, pour acheter 4000 MW sur les 11 000 et installer tout près de Inga, dans le bas-fleuve, une usine qui va produire dans un premier temps 1 million de tonnes d'aluminium. Et cette usine cette société va investir 6 milliards de dollars. Si bien que quand nous parlons d'investissement autour de Inga, il y a le 13,9 de
milliards de dollars, dollars oui. pour la production. Oui. Production seulement Inga 3, ce n'est pas encore des lignes et des postes, mais il y a ces 6 milliards qui viennent s'ajouter pour l'aluminium. Nous sommes déjà autour de 20 milliards. Oui, mais vous avez 11 050 mégawatts uniquement de disponibles. 5 000 pour l'Afrique du Sud, 4 000 pour les Chinois, disons. Pas pour les Chinois, mais pour 4 000 pour le Congo, parce que l'usine sera installée au Congo. Je m'entends, je vous comprends très bien, mais 4 000 pour l'usine des Chinois près de Inga. On aura donc 9 000 mégawatts consommés, quasiment 80% de la production de Inga. Qu'est-ce qui restera pour les miniers? Qu'est-ce qui restera pour la population? On va d'abord, la répartition et la distribution de cette énergie se fera de façon progressive en fonction des besoins des populations et en fonction des besoins des industries, mais aussi l'installation des machines se fera progressivement. C'est pour ça que j'ai dit, pour nous, Inga 3 est déjà consommé, est déjà vendu. Nous sommes déjà en train de travailler sur Inga 4. On est vraiment en avance tellement la demande est forte. Vous avez entendu parler de la demande des Allemands, de la demande des Australiens, de la demande même des Américains et des Angolais. L'Angola demande 5 000 aussi. L'Angola a écrit pour demander 5 000. Nous sommes déjà, c'est ça la vision, avoir une vision. Et cette vision a permis d'avoir une politique de développement du projet Grand Inga. Donc, nous sommes en train de répartir tout ça pour que personne ne soit laissé de côté. La vision, c'est par rapport au potentiel. Le potentiel, c'est 44 000 mégawatts. Inga 3, c'est 11 000 seulement. C'est en 2030. Pour pouvoir faire plaisir... Peut-être avant. Non, pas peut-être, mais nous voulons que ça soit avant. Toute cette demande dont vous parlez, elle pourrait être satisfaite à quel horizon? 2050? Non. Mais si la construction de Inga 3, 11 000 mégawatts, va prendre entre 6 et 7 ans, mais les Chinois nous disent que avoir l'engouement qu'il y a, c'est-à-dire la demande, elle pourra prendre moins de temps, entre 5 et 6 ans. Donc si vous voyez, le délai, nous serons avant 2030. Mais au même moment, puisqu'il y aura un seul barrage, un barrage unique, on sera en train de faire Inga 3, on va démarrer immédiatement Inga 4. Et peut-être Inga 5 aussi, Inga 7. Parce qu'il faut satisfaire l'Angola, 5 000 mégawatts. Nous avons un accord avec la compagnie... de développement du canal de Suez en Égypte. Nous avons déjà signé le MOU au Caire. Pour leur vendre oui, ils demandent un minimum de 3 000 mégawatts. Il y a des accords entre le pool énergétique de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe qui existent, qui sont signés. C'est signé par les États. L'Afrique de l'Ouest demande 5 000 mégawatts. Donc, nous avons des demandes qu'il faut concrétiser, évidemment, mais ce n'est pas nous qui allons concrétiser ces accords. Avant même la signature de la convention, du contrat de concession, on va créer une société de projet. C'est cette société à qui l'État congolais va donner la concession. Elle va mobiliser les financements et réaliser le projet, le gérer, l'exploiter et payer les différents intervenants, actionnaires et autres développeurs. Mais c'est cette société, sous la facilité d'ADEPI, qui va signer des contrats commerciaux avec ses différents partenaires. Vous êtes venu ici pour mobiliser, je rappelle que nous sommes au Forum économique du Congo central organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de la province, CKIC. Vous êtes venu ici pour mobiliser les opérateurs économiques du Congo central. Mais à vous écouter, ils pourront peut-être profiter du courant, mais tout ça ne les concerne pas directement. Erreur. J'ai dit aux organisateurs à qui j'adresse toutes mes félicitations. Même s'ils ne m'avaient pas invité, je serais venu. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai pris la parole sans que je sois programmé dans la salle. Mais j'ai demandé de prendre la parole. Quand vous regardez ici, pour le forum, on ne montre pas la puissance du Congo central. La puissance du Congo central, c'est Inga qui dit yes, oui. C'est ça, Inga. Inga, c'est dit oui. Oui.
Barack Obama a gagné les élections en disant tout simplement yes, we can. Oui. Alors, la population du Congo central devait dire Inga, nous allons faire rien. Mais il n'y a pas, on n'a pas mis Inga, on a mis tout, le pont, tout ça. Mais on n'a pas Inga. Or, c'est ça qui va développer cette province et le Congo et l'Afrique. En 2030. Ah. Est-ce que d'ici 2030... Non, mais pourquoi en 2030 quand les travaux commencent, les travaux commencent, hein? Mais ce sont les populations du Congo central, les jeunes gens du Congo central. Je suis venu dire... Qui vont être délocalisés. Mais est-ce que cette sous-traitance... Beaucoup vont être... Vous avez parlé de 16 000 personnes qui vont être délocalisées pour la réalisation. 36 000 personnes. Mais la sous-traitance, en quoi le Congo central va profiter directement, dites-le nous, de ce grand chantier? Ne prenez pas beaucoup de temps dans vos questions, parce que je vous vois venir. Je suis venu justement dire aux hommes d'affaires du Congo central, à la population congolaise, aux députés, ministres, population du Congo central, que vous avez une opportunité inouïe, qui n'existe pas ailleurs. L'énergie d'Inga, c'est une énergie durable. Le projet, c'est un projet durable, industriel. Ils doivent se préparer, pour avoir des emplois. Et ces emplois, ce n'est pas n'importe qui va les avoir. Il faut quand même être spécialiste. Avoir un minimum de qualification. Pas un minimum, une qualification. D'où la crainte. Est-ce que les Congolais sont assez formés pour ça? Moi, j'ai visité un peu, j'ai assisté à certains travaux, des grands travaux. Je ne veux pas citer le pays. J'ai fait quand même 10 ans comme secrétaire permanent du pôle énergétique de l'Afrique centrale, où je me suis occupé à mettre en place le marché électrique de l'Afrique centrale. J'ai suivi tous les barrages qui se faisaient sur aussi notre conseil. Il y a des Congolais partout, en Afrique centrale ici. Partout où on construit des centrales, il y en a. Je ne vais pas citer les pays. Même ici au Congo central, il y en a. Vous irez les chercher? Ils viendront et on va les chercher. Les Chinois et les Espagnols qui vont construire tout ça iront les chercher. Il y aura une obligation d'un minimum de Congolais dans la fabrique, dans la construction et dans l'exploitation? Mais bien sûr, je vous dis que nous allons signer avec cette société de projet un contrat de concession. Dans ce contrat de concession seront appliquées toutes les lois relatives, notamment à la sous-traitance, toutes les lois relatives à l'utilisation de la main-d'œuvre locale. Tout sera là. Ça existe aussi dans la loi sur l'électricité, la loi numéro 14/11 du 17 juin 2013. Et ça, c'est un peu... J'en suis toujours... On n'en parle pas beaucoup parce que nous n'écrivons pas beaucoup, mais je pense que les jeunes gens qui font les travaux vont exploiter cette loi. On va appliquer cette loi et la concession fait partie des obligations de cette loi. Le Forum économique du Congo central s'est plutôt penché sur ce qu'il convient de faire à court, moyen et long terme pour développer. Certes, Inga est une très grande opportunité pour la nation, une très grande opportunité pour la province, mais ne faut-il pas, en attendant Inga, qu'elle cherche d'autres moyens énergétiques pour ce développement? Si, mais il y a une politique énergétique congolaise que nous avons mise en place en 2013 dans ce pays. La vision, elle est dans la Constitution, article 48. La vision est dans ce qu'avait dit l'ancien président, faire de la RDC une puissance énergétique et environnementale. La vision, c'est l'actuel président. Le peuple d'abord, c'est une vision. Tout ça a été décliné en politique énergétique. On va, pour ce qui est de la population, la loi demande aux États, aux populations, aux collectivités de créer des microcentrales, surtout hydroélectriques. C'est pour ça qu'on a sorti l'Atlas sur les énergies renouvelables, qui a 780 sites recensés. Et il y a des sites du Congo ici. Pour les villes et les industries manufacturières des villes, ce sont des centrales de moyenne puissance à construire et à réhabiliter. Mais pour l'industrie, la population et l'exportation,
c'est Inga notamment, avec d'autres centrales portuaires. Donc tout le monde est ciblé. Il y a tous les consommateurs, si on peut les appeler autant, qui sont visés. Donc, il appartient à la province, c'est-à-dire au gouvernement provincial, aux institutions, je dirais, d'avoir sa propre politique. Oui, interne, pour exploiter les possibilités qu'il y a pour donner de l'électricité à la population en attendant l'arrivée de Inga 3. Vous avez cité l'article 48 de la Constitution, je le lis, le droit à un logement décent, le droit d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sont garantis. La loi fixe les modalités d'exercice de ces droits. Vous vous rendez compte que c'est une obligation? C'est une obligation, justement, c'est une obligation qui n'est pas bien réalisé à ce stade. Qu'est-ce que Inga, le grand Inga, à commencer par Inga 3, va apporter en termes chiffrés à la République démocratique du Congo? Certains ont même dit que démarrer par le petit Inga 11 000 et ne pas aller vers le grand Inga directement, ça c'est un souhait de la BAD, n'était pas la meilleure solution de rentabilité, ou en tout cas n'avait pas la plus rapide rentabilité. Qu'est-ce que le Congo va gagner en termes chiffrés de ce grand Inga, par le Inga 3 et potentiellement pour la suite? Le Congo va gagner d'abord beaucoup. En termes, disons, le peuple d'abord, les emplois. Il y aura entre 15 et 20 000 emplois qui vont être créés. Et au niveau de l'énergie, je vous ai dit, une bonne partie sera donnée à la SNEL qui va la distribuer ou à d'autres opérateurs privés. À ce que j'ai entendu de vous, la bonne partie, c'est entre 10 et 15% pour la population. Je ne donne pas de chiffres maintenant. Vous m'avez demandé qu'est-ce que le Congo va gagner. En termes chiffrés, en termes d'argent. En termes d'argent, on est aux alentours d'1 milliard et 2 milliards de dollars par an. Mais lorsque Grand Inga sera fait, on est aux alentours d'à peu près 10 à 15 milliards de dollars par an. Hein? Ces chiffres qui font rêver, qui font que Inga aussi est combattu, parce que vous donnez une puissance comme ça, une assurance. Et en termes aussi de la souveraineté nationale. Vous pensez que si vous donnez de l'énergie à toute l'Afrique, parce que c'est ça qu'il s'agit de Grand Inga, n'importe qui viendra s'amuser ici pour déstabiliser ce pays. Il me dit, vous déstabilisez chez moi. Hein? Vous voyez? Et en termes de la place véritablement du Congo, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la cachette se trouve au Congo. La gâchette, c'est Inga. Et le Congo, au plan de l'échiquier international, va avoir vraiment sa place. Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à Face. Rediffusion dimanche soir et lundi.